Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour Pascal Praud. C'est une phrase évidemment qui a fait réagir hier, celle du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Il n'y a plus de lieu safe, S-A-F-E, plus de lieu sûr. En France, le pays est plus violent. Mais que peut-on faire concrètement face à cette montée de la violence ? Il y aurait 3 meurtres par jour en France, affirme le ministre. Dans une interview de 2h30 au podcast Légende, Gérald Darmanin a lancé plusieurs propositions. Alors je vous propose d'écouter Thibaut de Montbrial, 2-3 choses qu'a pu dire Gérald Darmanin et on réagira ensemble. Tout d'abord, ces meurtres chaque jour. Il y a 3 meurtres par jour, donc le ministre il sait tout. Donc il connaît 3 meurtres par jour en France ? Oui, il y a 900 homicides en moyenne depuis d'ailleurs 30 ans. 3 morts par jour, 3 fois qu'on vous prévient, de 3 morts souvent horribles. Deuxième passage, le ministre de la Justice parle des magistrats. Nous, on est très compliqué en France. Un magistrat, il a 235 possibilités de peine à prononcer. Donc vous arrivez au tribunal, il a 235 choix. Bon, personne ne comprend ça. Évidemment, ils ont 4 peines possibles. Nous, on a 235. Bon, je vais vous faire réagir au fur et à mesure, Thibaut de Montbrial, par exemple. Est-ce que ça, c'est un problème, ce que dit Gérald Darmanin ? Alors d'abord, il n'y a pas 3 meurtres par jour, il y a 14 meurtres et tentatives par jour. Mais pourquoi en il dit moyenne, 3 ? parce qu'il y en a 3 qui réussissent. Ah d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est l'intention homicide. Donc l'intention de... Oui, mais Pascal Praud, ça change tout. L'intention de tuer s'exprime par un acte positif, donc par un acte, 14 fois par jour en France. Donc c'est bien plus que 3, c'est 14. Parce qu'il y a des actes qui ratent, notamment parce que la médecine d'urgence est meilleure qu'il y a 10 ou 15 ans. Ce sont des raisons très précises, techniques, mais qui expliquent pourquoi il n'y a que 3 meurtres par jour. En réalité, il pourrait y en avoir 6, 8, puisqu'il y a 14 tentatives. Ensuite, sur le nombre de choix possibles pour les magistrats, je ne sais pas d'où Gérald Darmanin sort son chiffre de 235, mais ce qui est certain, c'est que la palette des choix possibles pour les magistrats résulte notamment de ce qu'on appelle en France le principe de personnalisation des peines, et donc il n'y a pas de fourchette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum. Il y en avait jusqu'en 1993, ça a été supprimé, et l'une des choses que nous sommes nombreux à porter, moi avec d'autres, et pas d'hier, c'est de rétablir ce qu'on a appelé après des peines planchées, mais qui en réalité existent dans plein d'autres pays, et qui existaient en France jusqu'en 93, qui était que les magistrats, dès lors que la personne est coupable, première question, est-il coupable ou innocent ? S'il est innocent, il est relaxé. Mais s'il est coupable, à ce moment-là, le magistrat n'ait le choix que de trancher dans une fourchette, y compris avec un minimum. Passage, là encore, sur lesquels vous allez pouvoir réagir, les propositions de Gérald Darmanin, la reconnaissance faciale. Si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Parce que les gens ils disent, à Roissy, on met 1h30 pour passer. Ouais, super. À Dubaï, on met 10 minutes. Oui, mais à Dubaï, il y a la reconnaissance faciale. On a votre tête, on sait votre identité, quel est votre casier judiciaire, est-ce que vous êtes recherché Pourquoi on la met pas ? Parce qu'il y a en France une paranoïa sur la technologie, les libertés publiques, la question des fichiers. C'est une autre société. Intéressant, là aussi, parce que dans ce podcast, on parle vraiment du fond. Alors, à titre personnel, moi, je suis pas contre la reconnaissance faciale. Je trouve ça plutôt effectivement efficace. Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes en pense ? Je vais vous répondre, mais avant, je voudrais dire quelque chose. Quand Gérald Darmanin répond dans ce podcast à Guillaume Pley, en fait, il fait le constat de la violence en France, et Guillaume Pley lui dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et la première réponse dans le temps chronologique de l'interview de Gérald Darmanin, c'est d'aller parler d'un sujet technique, en l'occurrence la reconnaissance faciale. Moi, je voudrais dire une chose avant. C'est qu'avant de rentrer dans la technique de ce qu'on pourrait faire juridiquement ou par le biais des nouvelles technologies, il faut d'abord du courage politique. La question, elle est politique, avant ensuite de se traduire par des mesures. Et la chose que Gérald Darmanin esquive dans l'interview, paradoxalement, c'est celle du courage politique. Aujourd'hui, il existe des moyens de lutter contre l'insécurité. Il y a évidemment des choses qui sont perfectibles. Je vais vous répondre dans un instant sur la reconnaissance faciale. Mais ce qui manque avant tout... Je vois que l'avocat que vous êtes ne paraît pas enchanté à l'idée de la reconnaissance faciale. Ah si, moi je voilà suis... comment j'interprète pas du tout. Cette introduction que vous faites. Non, au contraire, vous allez être surpris. Ce que je vous dis d'abord, c'est qu'on manque de courage politique. Oui, mais on l'a dit 12 millions de fois. Et notamment, ce qu'il faut, c'est remettre à l'honneur l'usage de la force légitime par les policiers et gendarmes. Nous sommes tous partira de là. Bah oui, oui, mais c'est pas ce qu'il dit. Bah, là, il le dit pas dans cet extrait, mais il le pense sans doute. Pourquoi il le dit pas en premier ? Je peux pas vous dire. Le premier, c'est le courage politique. Oui. Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. C'est pour ça qu'il le dit pas en premier. Ensuite, maintenant, sur la reconnaissance faciale. Non seulement je suis pour, mais je vais vous raconter une anecdote. J'ai été entendu par le groupe de députés de l'Assemblée nationale qui préparait en 2023 la future loi pour les JO.
Et à l'époque, il y avait la question de la reconnaissance faciale qui a été posée. Tout le monde était tétanisé. Ce que je leur ai dit, c'est que il fallait évidemment mettre en œuvre la reconnaissance faciale parce qu'elle apportait des améliorations considérables de prévention. Parce que la reconnaissance faciale, c'est pas pour résoudre une affaire une fois qu'elle a eu lieu, c'est pour éviter qu'elle n'ait lieu. Les députés m'ont dit, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL ne va pas vouloir. J'ai répondu, la CNIL a un avis consultatif. Le député est élu, la CNIL n'est pas élue. Or, le député se couche systématiquement devant la CNIL. J'ai dit même, à la limite, on ne conserve pas les données, puisque c'est pour prévenir, on a des données en temps réel, et on ne les conserve pas. On pourrait les conserver comme la vidéosurveillance et en limiter l'accès sur les ordres d'un juge, ce qui est une garantie et qui marche très bien pour la vidéo. Mais pour les données, pour la reconnaissance faciale, personne n'a voulu. Je ne comprends pas. En fait, en matière de sécurité, je conclue là-dessus, eh bien, on combat avec une main attachée dans le dos et je suis évidemment d'accord avec Gérald Darmanin sur ce sujet précis. Il est 11h17, vous êtes avec Thibaut de Montbrial, que vous connaissez sans doute. Vous êtes sur Europe 1 et nous sommes en train de parler, de décrypter les paroles de Gérald Darmanin. L'interview assez longue d'ailleurs qu'il a donnée à un podcast légende à Guillaume Play. Les peines minimales, vous en parliez il y a un instant, les peines dites plancher. Écoutez Gérald Darmanin. Il y a une peine maximale, il faudrait qu'il y ait une peine minimale. Quand vous touchez un flic, quand vous touchez une femme, quand vous touchez un enfant, et que votre culpabilité est prouvée, il y a une peine minimale qui doit être appliquée. Ça n'existe pas, la peine minimale. Je pense que ce serait de nature à se dire, tiens, il y a une forme d'autorité qui est rétablie dans notre pays. Ben là encore, c'est des vœux pieux, puisque tout cela, je pense que le public d'ailleurs est à 100% derrière Monsieur Darmanin, mais c'est pas mis en place parce que les magistrats, vrai ou pas, ne veulent pas de peine minimale. Et lorsque ces peines minimales ont existé sous Nicolas Sarkozy, paraît-il que les magistrats rechignaient à les appliquer. Vrai ou faux ? Alors d'abord, je le rappelle, jusqu'en 1993, ça existait. Ensuite, ça a été supprimé, ça a été rétabli partiellement par Nicolas Sarkozy, sauf que constitutionnellement, il a été indiqué que on ne pouvait pas priver les magistrats de la possibilité de personnaliser entièrement les peines, donc on ne pouvait pas faire des vraies peines planchers imposées. Donc, il y a eu un artifice qui a été celui mis en place sous Nicolas Sarkozy, qui était à mon avis une bonne idée, qui était de dire ok, on fait une peine plancher, donc un minimum, mais le magistrat pourra y déroger par un avis spécialement motivé. Et en réalité, ça a plutôt bien marché, puisque dans certains cas, c'était appliqué, dans d'autres, ça ne l'était pas, mais c'était une liberté laissée aux magistrats. C'est tout à fait faux de dire que les magistrats sont contre. Les magistrats qui sont très à gauche sont contre, mais il y a beaucoup de magistrats qui vous disent en privé, parce qu'ils peuvent pas s'exprimer publiquement, nous, s'il y a des peines planchées qui sont proposées il y aura toujours la possibilité d'y déroger avec une motivation spéciale, mais si on a cette possibilité qui nous est donnée, on l'appliquera. De le mettre en place ? Oui. Mais évidemment. D'accord. Vous l'aviez dit tout à l'heure, de toute façon. Gérald Darmanin, toujours, cette fois-ci, il est revenu sur la Ligue des Champions, Liverpool, Real Madrid. Et là, il y a une forme de mea culpa qui a été fait. Ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper les flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis qui font des razzias, pillent des supporters. On s'attendait à une guerre hooligan, et en fait, on a eu des gens qui sont venus faire des raquettes. Donc, l'addition des conneries, c'est un échec, parce que d'abord, je n'avais pas bien prévu. J'ai péché par idée reçue. Le coupable était facile. Voilà, et moi, je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool. Bon, là, c'est la première fois. Moi, c'est plutôt intéressant qu'un ministre de l'Intérieur dise qu'il avait fait une erreur. Mais on l'avait dit, nous, le lendemain. Non, mais je me souviens très bien. Le lendemain, enfin, le réel, on avait des témoignages de partout, disant que les gens avaient été agressés, etc., que c'était pas du tout les supporters anglais. Non, mais ce qui est troublant, c'est que Gérald Darmanin, il se situe, pour expliquer l'erreur, il reste dans la soirée. Mais cette erreur, il l'a maintenue pendant des mois. Or, dès le lendemain, vous venez de le dire, tous les gens qui s'intéressaient à ces sujets savaient. L'UEFA l'a écrit ensuite, quelques mois après, dans un rapport, etc. Donc, moi, je pense que... Il fait de la politique. Oui, un ministre de l'Intérieur, hors période électorale, aurait dû démissionner le soir même ou le lendemain. Pourquoi est-ce que Gérald Darmanin n'a pas démissionné à l'époque ? Parce qu'on était en campagne législative, souvenez-vous. C'est très intéressant de replacer. C'était la campagne législative entre la réélection d'Emmanuel Macron
et les législatives 3 semaines après. Et évidemment, il y a eu une protection du ministre de l'Intérieur. C'est de la politique, hein, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je dis dans un fonctionnement, dans un temps démocratique normal, l'erreur du soir s'est transformée en mensonge pendant plusieurs mois, et ça n'est pas digne d'un ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est passé, et il vaut mieux tard que jamais reconnaître cette erreur. Pense-t-il à la présidentielle? La question lui est posée. Quand on joue au football, on a envie de gagner la Ligue des Champions, c'est normal. Est-ce que j'y travaille pour? La réponse est oui. Mais votre question, c'est est-ce que je pense à l'élection présidentielle? La réponse est oui. Ça veut dire que j'ai l'ambition, pour mon pays, de dire je peux faire mieux que ce que je vois. Bon, au moins, là aussi, sa réponse est intéressante parce qu'elle est claire. Il ne tourne pas autour du pot. Alors, je crois que nous sommes avec un auditeur qui va peut-être pouvoir interroger à la fois Thibault de Montbrial et rebondir sur ce que dit le ministre aujourd'hui de la Justice. Qui est avec nous? On est avec Nicolas de Villeurbanne. Nicolas de Villeurbanne. Bonjour Nicolas de Villeurbanne. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous, Nicolas. Vous vouliez peut-être réagir parce que vous êtes touché vous-même par un trafic de drogue qui est en bas de chez vous et vous aimeriez que les choses changent et pourquoi pas qu'il y ait une reconnaissance faciale. Mais qu'est-ce que ça changerait dans ce trafic de drogue en bas de chez vous si la reconnaissance faciale existait? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il serait bon de mettre en place justement cette reconnaissance faciale, tout simplement parce que les dealers, aujourd'hui, en majorité de ce que je peux voir, sont des mineurs. Ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes profils. Et je pense que si les forces de l'ordre, si la justice, si les personnes compétentes avaient la possibilité d'avoir justement ces visages et de pouvoir faire quelque chose avec, je pense que ça pourrait nous aider à casser ce système de deal qui gangrène en fait, qui gangrène la ville. Alors Thibault de Montbrial, d'abord comment ça marche la reconnaissance faciale? Est-ce que par exemple lorsqu'un policier arrive près d'une personne, est-ce il a un moyen technique, grâce à la reconnaissance faciale, de savoir immédiatement qui il a en face de lui? Je suis pas sûr que les gens soient très au fait de cela. Alors, il y a différents systèmes qui existent, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des systèmes de captation de ce qui se passe dans l'espace public, qui peuvent être soit portés par un policier ou un gendarme, soit comme les caméras mis sur des mâts, etc., et qui relèvent un certain nombre de points sur le visage des gens, et qui, en cas de concordance entre le visage reconnu et une personnalité qui est recherchée et qui figure déjà par ailleurs sur quelque chose qui existe aujourd'hui, qui sont des fichiers de personnes recherchées, eh ben il y a ce qu'on appelle un match, et donc ça permet aussitôt de savoir que cette personne est recherchée. Mais là, par exemple, en l'espèce, dans le cas concret que soumet Nicolas, est-ce que ça peut changer quelque chose? Mais évidemment, et je voudrais en profiter pour tordre le cou contre une des idées reçues contre la reconnaissance faciale. Beaucoup de gens nous disent « Ah, mais c'est attentatoire aux libertés ». Mais en réalité, ça fait juste gagner du temps. Parce que l'idée, c'est d'identifier des gens qui sont déjà recherchés. Donc, ils sont dans des fichiers qui existent. Ce sont des gens qui, s'ils sont contrôlés par la police et donnent leur pièce d'identité, seront identifiés et contrôlés, voire interpellés. Donc, le réel problème de liberté, en réalité, il est en amont par la constitution de fichiers. Mais l'État a le droit de se défendre. Donc, il n'y a pas de problème de liberté supplémentaire qui résulte de l'utilisation de la reconnaissance faciale, sauf avec, et je finis parce que c'est essentiel, un argument auquel il faut tordre le cou. C'est le fameux « Ah, mais si un gouvernement mal intentionné, extrémiste, s'en emparait ». Mais la réponse, Pascal Praud, elle est très simple. Comme la technologie existe, si un gouvernement mal intentionné, comme disent les gens qui luttent contre, arrivait au pouvoir, le lendemain matin, il mettrait en place la technologie. Donc autant la mettre au service du bien et pas attendre que ce soit hypothétiquement des gens mal intentionnés qui arrivent au pouvoir. Nicolas, vous voulez préciser quelque chose peut-être? Oui. Nicolas de Villeurbanne qui nous appelle et qui a un deal en bas de chez lui. Oui, tout à fait, parce qu'on parle justement de privation de liberté. Aujourd'hui, la privation de liberté, elle n'est pas du mauvais côté, en fait. Elle est de mon côté. C'est moi qui me retrouve aujourd'hui privé de mes libertés par rapport au fait que tous les jours, à 11h jusqu'à 21h, moi, j'ai des gens qui viennent en bas de chez moi. Ce n'était pas le cas il y a encore 3 mois. Ils viennent en bas de chez moi, ils pourrissent notre quartier. On a des acheteurs qui sont des marginaux, qui nous pourrissent la vie, qui nous pourrissent le quartier. Les vendeurs, eux, nous toisent à longueur de journée. On a aucune capacité d'aller vers eux parce qu'on a peur de se prendre un coup ou quoi que ce soit, de se faire insulter. Et aujourd'hui, on appelle la municipale, la police nationale et également ce qu'ils appellent les brigades de BST qui s'occupent justement des stupéfiants. Et nous, on est dans une situation qui est gravissime, c'est que ces gens-là que je viens de citer en dernier, eux font leur boulot.
Mais dès qu'ils les ont enfermés, par exemple au commissariat, peut-être 1 heure, 2 heures, eh ben ils reviennent. Et aujourd'hui, qui est privé de sa liberté? C'est moi. Et je vais vous en raconter une qui va être assez marrante. C'est que aujourd'hui, j'ai des policiers qui viennent dans la chambre de ma fille de 4 mois pour faire de la surveillance de ces gens. Et ma fille de 4 mois, du coup, je la fais dormir dans notre chambre avec ma conjointe parce que justement, on a un policier qui est planqué pour prendre des photos. Et aujourd'hui, la privation de liberté, elle est chez moi. Moi, j'ai un titre de propriété. Je suis propriétaire de mon appartement et j'ai des policiers qui viennent chez moi pour surveiller des gens qui sont. Et vous n'avez pas le droit de dire non, évidemment, quand les policiers viennent chez vous. Alors non, mais de toute façon, on le fait de toute façon de manière volontaire oui, et de manière parce que pour la simple et bonne raison que ces gens-là sont nos alliés. Et Bien je vais sûr. vous dire un truc, Mais ces gens-là un font le policier boulot. dans sa chambre, c'est pas. Oui, mais oui, et ce qui est gravissime, c'est que le policier, quand il est face à moi et qui me dit, en fait, vous savez, nous aujourd'hui, par rapport à Villeurbanne, on a eu le point du Tonkin qui a été démantelé, mais il s'est éparpillé sur tous les quartiers autour. Donc nous, on subit aujourd'hui, on est un de ces quartiers qui subit le démantèlement du Tonkin. Et aujourd'hui, vous avez un policier qui me dit, oui, mais vous savez, en fait, on manque de moyens. Aujourd'hui, auprès de la BST, on a tant de brigades et il nous en faudrait le double. Voilà le problème. C'est terrifiant. Thibaut de Montbrial réagit et vous restez avec nous. Ce que vient de dire Nicolas est absolument crucial parce que ça permet d'illustrer une vérité première qui est battue en brèche par un certain nombre de gens qui sont des gens intellectuellement malhonnêtes. Et cette vérité, c'est la suivante. Les premières victimes de la violence et de l'insécurité, ce sont les populations les plus faibles. Et en réalité, la sécurité, qui est la base de ce que l'État doit dans le contrat social à nos concitoyens, la sécurité, c'est un facteur d'épanouissement social. Il faut le marteler. La sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est quelque chose qui est à la base de l'expression des libertés de chacun. Et l'exemple triste de Nicolas l'illustre malheureusement à merveille.